Alors nous allons poursuivre donc, avec Monsieur Pierre-Albert Castanet, professeur émérite de musicologie à notre bonne université de Rouen. Je devrais dire aussi Monsieur le Président, puisque vous êtes président de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Et vous êtes présenté hier à moi comme musicologue 20e. Alors, j'ai plutôt trouvé aussi que, sans vouloir déflorer votre propos et des musiciens que vous allez, et artistes que vous allez citer, je vous qualifierais aussi de musicologue intimiste. Oui, parce que en fait, ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne va pas être question du marteau sans maître, ni du dodécaphonisme. Voilà. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je ne suis pas un littéraire et je suis un musicologue, en principe spécialiste de la musique contemporaine et justement du dodécaphonisme et de Pierre Boulez, dont on fête les 100 ans cette année. Mais là, je vais intervenir en tant que musicologue généraliste, si on peut dire, en parlant surtout de la musique du XXe siècle. Alors, la production littéraire de Gustave Flaubert a suscité bon nombre d'œuvres musicales, tant au XIXe siècle et XXe siècle, et même en ce début de XXIe siècle, la création ne cessera pas d'être alimentée par des opus à l'aura sonore. Dans ce cadre, j'aurais pu vous parler de Salammbô, qui a tant enchanté Hector Berlioz. On a entendu tout à l'heure les propos, on a même entendu le bal, extrait de la symphonie fantastique. Et puis, ce fameux Salammbô qui a stimulé aussi Modeste Moussorgsky, ou qui a encore enthousiasmé Camille Saint-Saëns. On pourrait parler vraiment très longtemps de Salammbô en musique. Finalement, c'est Ernest Reyer, que personne ne connaît, qui composa en 1890 l'opéra Salammbô, mais il y en a eu d'autres, y compris jusqu'aux contemporains, comme Philippe Fénelon. Là, je peux vous renvoyer à l'article, à la notice Reyer du dictionnaire Flaubert, qui a été signé par Damien Doge, qui nous raconte toute l'histoire. Si j'avais pris la tentation de Saint-Antoine, on sait qu'elle a pu être auréolée par les musiques acoustiques d'un certain Davico, de Georges Hugon, d'Eugène Bozza. Elle a même été illustrée dans les années 1980 par les sonorités concrètes et électroacoustiques de Michel Chion. Là, vous voyez la pochette du coffret discographique, et j'en ai parlé un tout petit peu à Canteleu l'autre jour. Quant aux trois contes, ils ont été illustrés musicalement par des artistes plus ou moins connus. Par exemple, pour Un cœur simple, il est possible de mentionner une musique de film de Cyril Morin. Pour La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, on pourrait retenir l'opéra de Camille Erlanger, composé en 1888, mais que personne ne connaît. Sans oublier une cantate de Oudinot, écrite 100 ans plus tard, en 1987. Au XXIe siècle, on peut pointer le quatuor avec récitant de Benoît Menu, qui date de 2015, et encore plus proche de nous, la création sonore avec dispositif de casque sans fil et de mastering en direct, servant une œuvre de Jean-Christophe Blondel, qui est accompagné, entre autres, de la musique d'Annelise Binard, pour le spectacle Nomade de la Divine Comédie en 2021, et qui concernait donc Saint-Julien l'Hospitalier. C'était une coproduction Théâtre de Lisieux, Normandie. Mais parmi tous ces opus relevant des écrits de Flaubert, il y aurait aussi à considérer la partition datée de 2015 d'Isabelle Aboulker, fondée sur des extraits du dictionnaire des idées reçues. Mais j'arrête là les exemples, car je me suis penché aujourd'hui uniquement sur la musique directement issue du roman de Madame Bovary, célèbre ouvrage qui a inspiré des dizaines et des dizaines de partitions d'esthétique musicale très variées. Et sans être exhaustif, il faut avouer que dans ce genre de cas, que la palette des genres et des styles peut aller par exemple de la musique de film à l'opéra, de la chanson française à la musique tzigane, etc., etc. Autour de Madame Bovary, on a vraiment de tout. Parmi cette pléiade de partitions directement dédiées à l'œuvre de Flaubert, j'ai convoqué Darius Milhaud, qui a composé en 1933 la musique du film Madame Bovary, mis en scène par Jean Renoir.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les films, forcément, qui ont été mis à l'affiche pour évoquer Madame Bovary, mais pour l'heure, ce sera uniquement au niveau filmique ce film de Jean Renoir. Alors, sans équivoque, le récit dépeint des mœurs de province en comptant les terribles déconvenues des mœurs, épouse romanesque d'un officier de santé habitant, comme chacun sait, un petit village situé dans la campagne normande. Dans le film de Renoir, les images montrent les environs de Ry et de Lyons-la-Forêt. Alors, joué par Valentine Tessier, Max Derly et Pierre Renoir, entre autres, cette évocation de la vie française sise au beau milieu du XIXe siècle fut toutefois boudée par le public français. Parmi maintes remarques, parfois d'obédience morale et d'ordre religieux, la critique a noté que l'échec de ce film, produit par Gaston Gallimard, pouvait notamment s'expliquer par une recherche constante et artificielle de la théâtralité. Projeté pour la première fois le 4 janvier 1934 sur le grand écran du cinéma Opéra à Paris, les images étaient accompagnées par l'enregistrement d'un orchestre placé sous la direction de Roger Desormières. Sur le plan sonore, il est à remarquer qu'à la musique orchestrale spécialement écrite par Darius Milhaud ont été ajoutés des extraits de l'opéra Lucia di Lammermoor de Donizetti, et vous en conviendrez, cette entreprise citationnelle était à tout le moins extrêmement logique, car bel et bien présente dans le roman de Flaubert. Comme il était rare dans ces années 1930 qu'une partition composée pour le cinéma puisse être utilisée directement au concert, parce qu'elle était en général trop fragmentaire et trop descriptive, Darius Milhaud a décidé, tout de suite après la sortie du film, d'extraire du conducteur orchestral 3 valses, 2 chansons et une série de petites pièces pianistiques qu'il intitula simplement l'album de Madame Bovary. Dans les circonstances, ce recueil pianistique a été créé la même année lors d'une audition des élèves de Marguerite Long à l'École normale de musique de Paris, institution prestigieuse créée par Alfred Cortot. En outre, édité chez Enoch à Paris, l'album de Madame Bovary a été dédié à Sabine et Robert Harron. Futur historien du régime de Vichy, Robert Harron était dans ces années 30 directeur de la Revue du cinéma. Ce personnage, qui a été proche des compositeurs du groupe des Six, dont Milhaud faisait partie, sera par la suite membre de l'Académie française. Donc le groupe des Six, c'est les années 1920 autour de Cocteau et Éric Satie. C'est Francis Poulenc, Arthur Honegger, Georges Ric, Darius Milhaud, Louis Duret, etc. Et Germaine Taillefer, qui est la seule femme du groupe. Alors, lorsque l'album est donné en récital, les fugaces petits solos du piano peuvent à présent être entrecoupés de phrases extraites du roman de Gustave Flaubert. Choisi par Madeleine Milhaud, qui était la muse de Darius et qui était aussi son épouse, de courtes phrases doivent alors résonner comme autant de respirations d'ordre littéraire et passablement figuratif. Nous noterons que, metteur en scène, comédienne et pianiste, Madeleine Milhaud, qui est décédée en 2008, a entouré son mari de 1000 preuves d'amour, écrivant par exemple quelques-uns de ses livrets d'opéra, comme Bolivar ou La Mère coupable. Et en 1995, donc elle avait plus de... elle était assez âgée, et c'était même 20 ans après la mort de son mari, elle a assisté à Londres à un concert qui avait programmé les petites pièces de l'album de Madame Bovary, et il y avait quelques petites lectures accessoires entre les pièces, et cette présentation lui a donné des idées. Cette soirée passée outre-Manche l'a finalement décidé à choisir elle-même des textes accompagnateurs puisés dans le roman de Flaubert, insert qui, selon elle, et je cite, semblait s'harmoniser avec le style de la musique et qui, à n'en point douter, ferait découvrir les fantasmes, les rêves, les désillusions dont la malheureuse Emma Bovary a été la victime. Donc on a 17 numéros, très courts, qui constituent l'ensemble de l'album de Madame Bovary, comme vous le voyez à l'écran, Emma, Pastorale, Tristèche, Chanson, etc. Et nous allons entendre, si vous le voulez bien, les 2 premiers numéros de ce recueil, donnant assurément dans l'intime l'introduction Emma et des sens résolument mélancoliques.
et suit la deuxième courte page intitulée Pastorale, qui présente une allure vraiment plus guillerette. Alors, c'est Madeleine Millot elle-même qui est la narratrice, et au piano, c'est Alexandre Tarot. Emma songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie. La lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu sans doute s'en aller vers ces pays à noms sonores où les lendemains de mariage ont de plus suave paresse. La pastorale. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers. Puis le soir, sur la terrasse des villas, seul et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il semblait à Emma que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Donc, Emmanuel Bondeville a composé entre 1942 et 1950 un opéra tout simplement intitulé Madame Bovary. Écrit sur un livret de l'homme de lettres et acteur dramatique rouennais lui aussi, René Fauchois, qui a collaboré également avec Jean Renoir, ce drame lyrique a été créé à l'Opéra Comique de Paris en 1951. Bien évidemment, en dehors de nombreuses représentations à l'étranger, notamment en Russie, où l'œuvre a été reprise plus d'une soixantaine de fois en langue russe, l'opéra a été donné à Rouen, au Théâtre Cirque du Boulingrin comme au Théâtre des Arts, respectivement en 1956 et en 1968. Agrémentée de couleurs franches, la musique de Bondeville s'inspire de temps à autre du style expressif de Gabriel Fauré, coulé dans une forme continue et galbée par des paroles déclamées parfois à la manière de Claude Debussy. Dans cette partition écrite au beau milieu du XXe siècle, tantôt le lyrisme flatte les sentiments exacerbés d'Emma, tantôt la modernité du langage musical accuse les péripéties dramatiques vécues par Charles. On y parle évidemment du château de la Huchette, situé aux confins de l'Eure, et de la Seine-Maritime, plus précisément sur la commune de Saint-Denis-Thiboux, entre Rie et Vacqueuil. Là, vous voyez un extrait de la partition. Ouvrez les yeux, nous sommes hélas pas à Paris, mais au château de la Huchette, en Normandie, etc., etc. Je vais vous faire écouter un extrait de cet opéra. Vous allez écouter les mots de la soprano qui retentissent dès le début de l'acte 3. On entend « Rodolphe, tu ne m'attendais pas, j'avais tellement envie de te voir, je n'en pouvais plus mon amour, j'avais envie de mettre tes yeux dans mes yeux, d'entendre ta voix si douce, de te blottir ainsi dans mes bras. » Et bien entendu, dans ce duo d'amour, sans grande surprise, au cœur de la passion, les leitmotifs chantés tournent autour des expressions universelles « je t'adore »,« je t'aime ». Et donc, voici un extrait de l'acte 3 de Madame Bovary de Emmanuel Bondeville. C'est André Esposito qui chante Emma et Yves Bisson qui fait Rodolphe. Entre parenthèses, vous voyez que c'est la pochette du disque.
Donc ça existe en disque, et que c'est les Allemands qui ont édité ça, et que heureusement que les Allemands ont fait ce travail-là, sinon on n'aurait plus du tout de traces de Madame Bovary de Bonvigne. Tu ne m'entendais pas? Non, pourquoi? J'avais tellement envie de toi. Quelle indulgence, venir ainsi l'après-midi chez moi. Je n'en pouvais plus, mon amour. Ce soir même, nous rejoindre chez toi dans ton jardin, au bord de la rivière, à minuit. Je n'aurais pu attendre folle, folle, je t'adore. Il est mort toujours, c'est moi qui comprends bien, je t'aime. Et que jusqu'à là, c'est vrai, devant mon plaisir, pour l'éternité, ira nos âmes. Mon bonheur, toujours, sera ton bonheur. Ici va, je t'aime. Souvent les femmes brillent, et je me suis tendue à toi. Tu m'as dit seulement. Voilà, etc., etc. Alors, on va passer ensuite ça. Alors, dans ce cadre opératique, la Normandie devient, lors du 4e tableau, qui est consacré aux comices agricoles, le plus beau pays du monde. À ce titre, accusant particulièrement les fruits de cette pertinence régionale, les paroles n'hésitent aucunement à faire entendre des expressions typiques du cru, donc en patois normand. Hormis le fait que quelqu'un souffle une candelle, il est question par exemple de me pextu la joue. De plus, dans le premier tableau de l'acte 1, alors que de petits plaisantins se mettent dans l'idée de placer un bouquet de chardon entre les draps de la couche nuptiale, on entend chanter de la bouche de Nicolas, qui est un paysan farceur. En se couchant, ils vont croire qu'un hérisson leur catouille les peteaux. Quant à la musique, elle peut également citer, voire arranger ou déranger, des fredons de factures traditionnelles. Dans l'épisode des comices agricoles, un chœur de paysans ne chante-t-il pas précisément sur l'air de la casquette du père Bugeaud? Ce timbre populaire est en fait un chant militaire de l'armée d'Afrique, écrit 100 ans auparavant, en 1846. Cet air que les Zouaves avaient adopté comme rengaine fétiche a du reste servi très longtemps d'indicatif aux informations parlées de Radio Alger. Avec le même esprit citationnel, pour la représentation de la noce des époux Bovary, Bondeville et Fauchois ont songé de concert à une danse dont les anciens ont pu reconnaître un air normand aux accents de ronde entraînants. Il s'agissait de « J'ai un pied qui remue ». Dans les faits, hormis la chorégraphie simpliste de cette chanson à danser, couplets et refrains relatent à leur façon les heurts et malheurs de l'amour paysan. Bon, j'ai approfondi un petit peu plus l'opéra dans la présentation que j'en ai faite dans le petit opuscule qui s'appelle « Journée d'études, hommage à Flaubert pour le bicentenaire de sa naissance en 1821 ». Ça a été édité en 2022 par le Consortium des sociétés savantes et par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Donc, c'est facile de se le procurer au premier étage, au secrétariat du consortium. Sachez que Georges Walter a écrit, entre autres, pour Enrico Macias, et que Philippe Gérard a composé des mélodies pour Édith Piaf, Yves Montand, Jeanne Moreau ou encore Cora Vauquer. Cette chanson, Madame Bovary, a été interprétée en 1964 par Juliette Gréco, et c'est une courte romance, toute dédiée à l'héroïne du roman normand.
et elle aborde au travers de couplets et refrains traditionnels le thème universel des amants de passage se présentant comme des étrangers donneurs de blessures. Donc nous allons écouter à présent cette chanson. Dès le début, Madame Bovary rêve au prince charmant pendant que son mari dort. C'est une chanson qui a été enregistrée en public lors d'un concert à Bobino, donc à Paris, 1964. C'est une chanson de Philippe Gérard et de Georges Walter. Elle s'appelle Madame Bovary. Et ma Bovary, au fond de ta province, tu rêves au prince. Il dort, le mari qui t'a donné son nom. Et ma Bovary, pour qui es-tu jolie? S'en va la ville, mais un seul jour est long. D'autres font de beaux voyages, toi tu fermes tes volets, et tes amants de passage sont des étrangers qui t'ont blessé. Et dans la nuit, quand elle devient tendre, tu crois entendre les pas du seul ami. Est-ce lui enfin? Et dans la nuit, non, ce n'était personne. Si tu frissonnes, c'est à cause du vent. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, avec ces quelques exemples liés à Madame Bovary, mais ils ont permis d'entendre et de découvrir sans doute, pour la plupart d'entre vous, des partitions issues d'une musique de film, d'un opéra et bon, d'un récital de chansons. À titre d'information et pour rester dans le sillage populaire, légué par la dame de Saint-Germain-des-Prés, qu'on vient d'entendre, la thématique liée à Madame Bovary se retrouvera par exemple plus tard dans les répertoires de Nicole Croisille en 1976, de Gazebo en 1989 et encore de Jim Musgrave en 2007. Il y aurait bien d'autres encore de choses à vous dire sur ce versant populaire, y compris dans le domaine du jazz avec William Watson et dans l'univers du rock avec Équipe Spatiale, deux hommages parus à la fin du XXe siècle, plus précisément en 1997, et qui étaient dédiés, eux aussi, à Madame Bovary. Je vous remercie pour votre attention. Oui, alors je vais vous lire un extrait de Madame Bovary, ça se passe à l'opéra. Mais à partir de ce moment, elle n'écouta plus. Et le chœur des conviés, la scène d'Ashton et de son valet, le grand duo en ré majeur, tout passa pour elle dans l'éloignement, comme si les instruments fussent devenus moins sonores et les personnages plus reculés. Elle se rappelait les parties de cartes chez le pharmacien et la promenade chez la nourrice, les lectures sous la tonnelle, le tête-à-tête au coin du feu, tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret et si tendre, et qu'elle avait oublié cependant.
Pourquoi donc revenait-il? Quelle combinaison d'aventures le replaçait dans sa vie? Il se tenait derrière elle, s'appuyant de l'épaule contre la cloison, et de temps à autre, elle se sentait frissonner sous le souffle tiède de ses narines qui lui descendaient dans la chevelure. « Est-ce que cela vous amuse ?» dit-il en se penchant sur elle de si près que la pointe de sa moustache lui effleurait la joue. Elle répondit nonchalamment: « Oh mon Dieu, non, pas beaucoup. » Alors il fit la proposition de sortir du théâtre pour aller prendre des classes quelque part. « Ah, pas encore, restons, dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués et cela promet d'être tragique. » Mais la scène de la folie n'intéressait point Emma et le jeu de la chanteuse lui parut exagéré. Elle crie trop fort, dit-elle, en se tournant vers Charles, qui écoutait. « Oui, peut-être un peu, répliqua-t-il, indécis, entre la franchise de son plaisir et le respect qu'il portait aux opinions de sa femme. » Est-ce qu'il y aura des questions? Oui, Damien. Merci beaucoup, Père Albert, pour votre présentation. Et notamment, moi-même, je crois qu'il y a quelques références que je n'ai pas encore mises en ligne sur le site Flaubert. Donc, je vous les redemanderai volontiers. J'ai noté Benoît Menu, Jean-Claude Blondel. Je ne suis pas sûr qu'elle figure en ligne. D'ailleurs, c'est un appel à la bonne volonté de tous. Hein, si vous entendez parler de mise en musique et qui ne figurent pas sur le site, n'hésitez pas à me les communiquer. D'ailleurs, juste un petit complément d'information, c'est que dans moins d'un mois, dans un mois tout pile, il y aura la création d'un opéra Bovary, ça n'arrive pas tous les jours, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Donc moi, je vais y assister. Et je crois qu'il reste encore quelques places. C'est entre le 12 et le 19 avril au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Écrit par qui? Par un compositeur hollandais. Voilà. Et ça dure 2 heures, je crois. Et voilà, sur le site, il n'y a pas de vidéo spécialement, donc on ne peut pas vraiment se rendre compte. Mais c'est quand même un petit événement dans le monde des musicaux flaubertiens. Et un petit complément d'information, c'est qu'il y a bien un enregistrement de Bondeville que la BNF a republié il y a quelques années. Et donc c'est une autre version, c'est avec un orchestre belge, je crois. Mais donc pendant longtemps, aucun enregistrement n'était disponible. Et là, depuis quelques années, la BNF a ressorti ce qu'on appelle les trésors, dans une collection de trésors. Donc c'est disponible sur les plateformes de streaming. On peut écouter ça. Pierre, une question? Éventuellement, oui. si on a le temps. Oui. Oui, j'étais hier à un autre séminaire Flaubert où Marie-Astrid Charlier proposait, supposait qu'il y avait une assez grande influence ou référence au mélodrame et à la tonalité mélo dans Madame Bovary par rapport aux œuvres qui suivent dans la chez Flaubert, ce qui est évidemment ce qui parle à l'intuition. Et en fait, on a l'impression dans ce que vous montrez que les adaptations de Madame Bovary sont aussi globalement plutôt tirent du côté du style mélo, enfin de cette voie-là de la musique et du style, par opposition vraisemblablement à, par exemple, La Tentation de Saint-Antoine, qui est le contraire d'un schéma mélo et qui donne lieu à du Michel Chion, donc c'est peut-être pas étonnant. Je voulais savoir si c'était vraiment observable, ou si c'est juste une impression que j'ai là, et voilà, quelle conclusion on peut en tirer? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, Madame Bovary a ce potentiel-là plus populaire Je veux dire, j'imagine mal Michel Chion mettre en musique Madame Bovary. Oui, c'est vrai. Mais statistiquement, vis-à-vis de ce qu'on a entendu aujourd'hui, vous avez raison. Sur l'ensemble des pièces qui concernent Madame Bovary au niveau musical, d'une part, on n'a pas tout entendu, et c'est vrai. Il y a vraiment une pléiade incroyable. Donc peut-être que Damien
peut intervenir, parce qu'il en a certainement pris connaissance plus que moi. Mais sinon, il y a effectivement toujours un côté mélodramatique qui est quand même sous-tendu par l'histoire. Il y a par exemple, mais je pense que notre ami veut en parler, la chanson de l'aveugle, qui existe dans tous les films de Madame Bovary, qu'on trouve au début et à la fin, etc. etc. Et chez Darius Milhaud, il a édité la chanson de l'aveugle comme une partition à part, et elle est chantée en récital par les sopranos. Bon. Et donc, on peut se demander, est-ce que Flaubert a entendu une mélopée ou une chanson ou une rengaine chantée par un aveugle et puis il s'est dit, tiens, ça va me donner un fil rouge, ça je ne sais pas, mais les spécialistes sont peut-être au courant. Mais moi, ça me faisait penser, vous savez, dans le dictionnaire des idées reçues, à l'entrée clarinette, c'est marqué « tous les aveugles en jouent ». Et donc, est-ce qu'il aurait entendu un clarinettiste sur le coin du boulevard du Théâtre des Arts, et puis il s'est dit, tiens, c'est peut-être un leitmotiv à prendre. Oui, je voulais rebondir, parce qu'on en a parlé hier soir. Ça faisait penser aussi référence à la chanson de Jean-Roger Caussimon et Léo Ferré, Monsieur William. Ouais. Chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang. Puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Est-ce que je peux me permettre de lire, parce qu'il y a la fin de l'agonie d'Emma. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots avec le frôlement d'un bâton, et une voix s'éleva, une voix rauque qui chantait. Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. Pour ramasser diligemment les épis que la faux moissonne, ma Nanette va s'inclinant vers le sillon qui nous les donne. « L'aveugle !» s'écria-t-elle. Et Emma se mit à rire, un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Il souffla bien fort ce jour-là, et le jupon court s'envola. Une convulsion la rabattit sur le matelas, tous s'approchèrent, elle n'existait plus.